Bonjour tout le monde. Alors, je vais vous parler de jeux de rôle et de plateforme numérique. Alors, qu'est-ce que c'est que le jeu de rôle? Bon, on a tous une idée un petit peu de ça. En général, c'est une bande de doutes qui sont dans le sous-sol de leurs parents et qui jouent entre eux. Bon, pour dépasser un peu cette idée-là, la définition que je trouve la plus pertinente du jeu de rôle, elle nous est donnée par Coralie David, qui nous dit donc que c'est un jeu où les participants ont pour but d'imaginer ensemble un univers de fiction dans un espace mental partagé généré par leur dialogue. Le système de jeu vient les soutenir dans ce processus interactif en structurant leur total pouvoir créateur et décisionnel sur les éléments diégétiques. Alors, pourquoi c'est la définition que je trouve la plus intéressante? Parce que ici, le système de jeu vient en soutien finalement à la création et à l'espace partagé, il n'est pas central. Donc ce décentrement, il me semble pertinent. Et puis, à mon sens, c'est pas pour rien que l'auberge, c'est le point de départ classique de la plupart des aventures de jeux de rôle. Certes, c'est un trope des univers médiévaux fantastiques, mais il y a aussi une parenté symbolique très très forte au final entre le jeu de rôle et l'auberge. On est autour d'une table, on est entre amis, on mange, on boit, de manière plus ou moins alcoolisée, et puis on crée des mondes. Alors je vais convoquer ici des auberges espagnoles en laissant l'affiche de côté, mais avec l'idée que chacun y trouve finalement ce qu'il y apporte. Et il faut savoir que cette expression vient de l'idée que dans les auberges espagnoles, la nourriture était tellement mauvaise qu'il valait mieux amener son propre lunch. Donc ce qui nous donne une petite idée de comment finalement les jeux de rôle vont s'emparer du contenu qu'on va trouver sur les plateformes. C'est que l'idée de hack, de hacking au sens propre, c'est-à-dire du détournement des objets, elle est centrale dès le début de l'histoire des jeux de rôle. Donc il y a l'idée déjà que chacun va réutiliser les systèmes de règles, développer des systèmes de règles, c'est comme ça que le jeu de rôle est né. Et très rapidement, dans les systèmes même officiels, on va inciter les joueurs et les joueuses à inventer leurs propres règles, à délaisser des règles, et puis à utiliser des objets du quotidien, des blocs, des objets de la maison pour développer leur partie. Donc il y a vraiment cette idée de s'emparer de son environnement et de le détourner à des fins ludiques. Évidemment, tout ça a créé un certain nombre de tensions dès l'instant où il y a eu de l'argent en jeu. En 2000, donc, Wizards of the Coast va créer la licence ludique libre qui autorise, avec beaucoup de bienveillance, la création et commercialisation de contenu tiers pour les règles de Donjons et Dragons, mais contrôler surtout cette production-là. En 2002, l'entreprise White Wolf se retrouve en procès avec son propre fan club pour l'utilisation du terme Camarilla qui vient de leur jeu de rôle. Et puis, très récemment, donc Wizards of the Coast a voulu revenir sur la licence ludique libre pour imposer encore plus de contrôle avant de finalement faire marche arrière. Donc il y a toute une histoire comme ça de tension et de lutte entre le contrôle des communautés et le contrôle des entreprises. Ce qui mène, j'aime beaucoup cet exemple-là, Mark Kleinhagen qui, sans trembler des genoux, va nous proposer dans Vampire the Masquerade le gothic punk trademark. Donc l'univers gothique et punk devient une propriété intellectuelle et commerciale. Évidemment, j'imagine qu'il n'a pas saisi l'ironie de la situation. Alors évidemment, dans le contexte numérique, avec les plateformes, les jeux de rôle vont être dans une situation assez ambiguë. D'un côté, ils vont être vraiment nourris et surnourris par l'ensemble des références culturelles, de pop culture qu'on va trouver un peu partout. Et en même temps, ils vont agir comme une sorte de contre-pouvoir, puisque l'utilisation du jeu de rôle, par définition, c'est une activité un peu anti-commerciale, dans le sens où on a notre système de règles et on n'a plus besoin de racheter d'autres choses. Normalement, on va recréer à l'infini
des univers comme ça, ensemble avec ses amis. C'est ce qui a amené donc, Coralie David à le qualifier donc, de plus que tout autre médium, le jeu de rôle, donc plus que tout autre médium, inscrit le démembrement, la réutilisation et le réagencement des encyclopédies personnelles des joueurs dans son ADN même et pousse le récepteur à transmuter cette matière inerte en force vive. Donc cette idée de processus vraiment postmoderne de réutilisation de toutes ces références qui vont être ingurgitées et puis digérées. Donc les plateformes, elles vont créer pour le jeu de rôle véritablement un nouveau écosystème, un nouveau paradigme à partir des années 2010. Là, on a l'exemple du jeu de rôle Avatar's Legacy, qui est le jeu de rôle avec le plus haut financement participatif jusqu'à maintenant, donc 9 500 000 $ par rapport à une demande de 50 000 $ au départ. C'est une belle réussite quand même. Donc, qu'est-ce qui se passe? On a les réseaux sociaux évidemment qui vont alimenter et densifier les discussions des communautés rôlistes qui vont évidemment s'engager dans ce financement participatif qui par ailleurs va être relayé à travers des actual plays où on va avoir des comédiens plus ou moins célèbres qui vont jouer au jeu de rôle et assurer une promotion finalement de cet univers-là, et puis des plateformes numériques, des tables virtuelles qui vont avoir des contenus spécifiques pour ces jeux-là. Donc l'ensemble de ces éléments va s'interalimenter pour assurer l'essor, le développement des jeux de rôle, et on est actuellement dans une sorte de nouvel âge d'or avec une proposition de jeux de rôle qui est vraiment pléthorique par rapport à ce qu'elle a pu être auparavant. Dans cet écosystème, la table virtuelle, elle apparaît comme un nouvel outil finalement, qui est en droite ligne de cette idée de hacker son environnement. Donc, au départ, c'est une utilisation détournée de plateformes de communication type Skype ou autre. Petit à petit, donc, la communauté va développer des services spécialisés avec des GD virtuels, la possibilité d'afficher des cartes, etc. Tout ça fourni par des fans qui vont ensuite se développer en plateformes un peu plus établies comme Roll20, où là encore on va avoir du contenu créé par les fans pour ajouter des fiches de règles, ajouter du contenu pour les nouveaux jeux qui apparaissent. C'est un dispositif qui, notamment pendant le confinement, a été extrêmement utile et s'est développé énormément puisqu'il permettait de recréer du lien social à travers le morcellement finalement des différents groupes. C'est aussi devenu un enjeu commercial de contrôle puisque Donjons et Dragons, à ma connaissance, n'est plus disponible sur Roll20, ou ne le sera plus à partir du moment où OneD&D va apparaître et donc être à la fois un nouveau système de jeu et une table virtuelle officielle. Donc on retire la possibilité de l'utiliser sur des plateformes tiers, il faut passer par la plateforme de Wizards of the Coast pour ça. L'autre type de médiation qui est lié à ces tables virtuelles, c'est celle de la diffusion. Alors, elle précède les tables virtuelles. A priori, le premier exemple serait donc en 2010 le PX Prime D&D Game Acquisition Incorporated. Mais ça s'est développé très rapidement dans les années qui ont suivi, avec donc une utilisation des chats en ligne, en s'appuyant sur des services qui au départ étaient liés aux jeux vidéo, donc avec Twitch, avec Discord, et tout ça, jusqu'à s'autonomiser, et qui développe finalement un nouveau type de contenu qui n'existait pas auparavant. On va assister à une partie de jeu de rôle, alors que c'était quand même une activité qui était
lié à un contexte assez intime et à un certain entre-soi. On arrive donc à un nouveau cadre autour du jeu de rôle, là où auparavant on avait donc le MJ et les PJ, maître du jeu et les joueurs et joueuses. On va ajouter le spectateur qui va être soit un tiers qui observe donc MJ et PJ, soit être directement lié à la partie maître du jeu, puisqu'il va pouvoir participer à la création de scénarios, décider par des votes ce qui va se passer dans la suite des aventures. Très rarement, il va être du côté des joueurs et des joueuses, parce que eux vont avoir des enjeux de suspense, de secret, qui ne peuvent pas donc être partagés. Mais il reste que on a cette nouvelle structure qui se met en place, ce nouvel encadrement. Et j'ai le temps de vous montrer un petit extrait qui illustre à mon sens cette hybridation qu'on trouve donc sur la chaîne Globtopus. Vous connaissez d'autres streamers qui insultent leurs joueurs comme qui Il t'a insulté? Non, mais attendez, on interview Thomas Cox. Je peux répéter si vous voulez. Attendez, 2 secondes. On interview Thomas Cox, je dégage le chat. Oui, dis-nous. Il m'a insulté gros alcoolique, pauvre merde, et je peux pas en dire plus parce que... On voit des émoticônes qui commencent à arriver. Comment t'as pu faire ça? J'ai écouté, il ment. Alors, attends, non, j'ai pas dit gros alcoolique et espèce de grosse merde. Non, j'ai dit. MJ, est-ce que c'est Freddy Buscini? Attends, mais je sais pas, il a commencé à me critiquer sur le chat, du coup j'ai fait toi, sale alcoolique de merde. Et après, je lui dis, vous avez dit quoi? Jax Dragon! Vous reconnaissez vos faits en temps réel? Vous êtes ici et maintenant jugé devant le tribunal des singes. C'est pas une insulte, Cécile, mais c'est vrai que... du coup, le tribunal des singes est là pour vous juger. Jax Dragon, est-ce que vous reconnaissez avoir insulté le bon Siamas Cox? De la légitime défense. De la légitime défense? Eh bien, c'est tout ce qu'il vous faudra face aux 32 gorilles qui seront entraînés tous les jours, personnellement par Mike Tyson, pour vous péter la gueule. Et donc, oui, vous allez aller dans un ring et vous battre contre les 32 gorilles, plus ceux qu'on n'aura pas entraînés du tout, ils seront là juste pour le fun. Et à la fin, celui qui gagnera remportera une coupe qu'on lui donnera personnellement. Et si vous êtes encore en vie, Jax Dragon, on verra à ce moment-là, branchez les flammes, branchez les singes, le jugement est rendu. Merci. Donc cette espèce de jugement parodique là, du tribunal des singes, c'est une sorte de gimmick qui appartient à cette communauté-là. On voit qu'il est appelé par le chat, il est provoqué aussi par les streamers. Et d'un côté, on a encore le maintien du cadre de jeu de rôle qui est là. Le streamer est appelé MJ par la joueuse. Il jette un dé pour voir si la défense de l'accusé, entre guillemets, est valide ou pas. Les joueurs vont jouer un rôle, évidemment, dans cette affaire d'insulte. Donc, il y a encore ce maintien-là, mais il y a, en plus de ça, donc, la participation de la communauté qui, finalement, va s'intégrer dans ce groupe amical, mais va développer finalement un autre entre-soi, puisque si on n'a pas les codes de cette communauté-là, ça peut être un peu difficile de rentrer à l'intérieur de ça. Donc, la question c'est, est-ce que finalement le jeu de rôle en arrivant sur les plateformes a hacké le dispositif spectatoriel? A priori, c'est une perspective assez illusoire. Pourquoi? D'abord parce que ce rapport de proximité, d'amitié, il est avant tout fondé sur une participation, que ce soit en termes de participation de création de contenu, donc une sorte de travail non rémunéré. On va
produire des dessins, produire des illustrations pour alimenter la chaîne. On va participer financièrement pour pouvoir mettre en avant son message, pour pouvoir interagir le plus possible avec le streamer. Donc, on reste finalement dans ce rapport monétaire qui détourne l'idée d'une communauté parfaitement horizontale sur la plateforme. Par ailleurs, on a une dynamique de professionnalisation qui s'est mise en place autour de cette pratique des actual play, des diffusions de parties en ligne. Donc, on a l'exemple de Roll & Play, une émission web fondée par une compagnie de jeux de rôle, avec des comédiennes professionnels qui mettent l'accent sur la qualité des images, de la mise en scène, faire venir aussi des célébrités, Maxime Chatham qui a participé entre autres. Donc avoir du merchandising, avoir du financement participatif aussi. Et puis donc Globtopus qui là aussi va aller vers cette idée de production value, de professionnalisation et viser finalement On vous rattache en fait quelque par deux. chose de beaucoup plus cinématographique. De manière un petit peu plus confortable, mais ça reste pas agréable. Vous êtes attaché pieds et mains derrière au mur à des chaînes et tout. Et vous êtes une petite dizaine dans la pièce et au fur et à mesure, il y a de moins en moins de gens. Et il y a un petit nerveux depuis le début qui est là aussi et qui fait mais c'est sûr. Donc, Mais ça c'est. on voit clairement qu'on est très éloigné du dispositif qu'on a vu auparavant et d'autant plus de ce qui est une vraie partie de jeu de rôle, donc que ce soit en termes de décor, d'interprétation aussi. On a vraiment une recherche une création de contenu audiovisuel à partir du jeu de rôle plutôt que un contenu audiovisuel qui irait vers le ludique, qui irait vers le jeu de rôle. En ça, le partage de l'autorité va dans des directions contradictoires quand il s'agit des plateformes et des pratiques de jeu de rôle, on va dire de loisirs. Dans le jeu de rôle de loisirs, la tendance actuelle, elle est à l'effacement du maître du jeu, à l'effacement de la centralisation du pouvoir et à avoir un pouvoir narratif et un pouvoir ludique beaucoup plus partagé, où les joueurs et joueuses vont participer aussi aux décisions déterminantes pour la création de l'univers, là où auparavant, la meneuse de jeu était l'instance décisionnelle sur ce point. Au contraire, dans le domaine du streaming, on reste centré autour d'une figure de streamer qui va fédérer la communauté et qui va organiser ce système de paiement, système économique autour de son activité. Alors, on a quelques études qui ont été faites de sondage autour du rapport des rôlistes à l'utilisation des plateformes. Que ce soit fait au Québec ou en France ou dans la francophonie, les chiffres sont très très similaires, donc je me permets de les synthétiser aussi, de toute façon, pour avoir un ordre d'idée générale. On a une extrême majorité de pratiquants et pratiquantes qui utilisent du matériel informatique, donc on reste dans cette idée de hacking. En revanche, les tables virtuelles sont encore assez peu utilisées. Elles sont majoritairement considérées comme inférieures non équivalentes à une vraie expérience de jeu de rôle. Et puis, on a finalement très très peu de découvertes, très très peu de démocratisation du jeu de rôle à travers ces plateformes, que ce soit au niveau des actual play ou au niveau des tables virtuelles. Et un manque de désir, d'ambition de diffuser ses propres parties en ligne. Ça nous amène à considérer que, comme le note Hugo Roux et Noémie Roch, sans doute faut-il comprendre que l'entrée dans la pratique du jeu de rôle sur table, malgré son déploiement dans les médias sociaux numériques, se déroule majoritairement par initiation directe, sans la médiation d'émissions ou de mise en scène de la pratique diffusée sur Internet. Autrement dit, l'arrivée de primo-joueurs se ferait encore aujourd'hui principalement par le biais d'une découverte et éventuellement d'un accompagnement
de la part de joueurs de jeux de rôle sur table dans leur entourage. Donc, malgré l'omniprésence la diffusion du jeu de rôle sur les plateformes, ça reste un rapport humain, ça reste un rapport de contact direct, d'initiation personnelle qui va permettre l'intégration du nouveau joueur dans le monde du jeu de rôle. On est plus pour longtemps. Alors, quel impact finalement réel de cette présence du jeu de rôle sur les plateformes? À mon sens, c'est d'abord un vecteur de normalisation. Donc, à travers la présence sur les plateformes, on va faire du jeu de rôle finalement une part légitime et intégrante de la culture populaire en général, et limiter cet entre-soi rôliste qui existait auparavant. Alors cette normalisation, elle est, à mon sens, assez importante, pour deux raisons. D'abord, elle limite les persécutions externes qu'on a pu connaître. Donc, la panique satanique, quand j'en parle à mes étudiants et que je leur explique qu'on a des pseudo-détectives privés en chemise à fleurs qui trouvaient des complots sataniques dans les universités, et des mères de famille qui donnaient des formations à la police pour découvrir les rituels sataniques chez les adolescents, ça fait rire. Mais il ne faut pas oublier que la panique satanique, c'est des gens condamnés pour des soi-disant rituels sataniques, des autodafés, de livres de jeux de rôle, des soutiens qui n'ont pas été donnés à des jeunes en détresse. Quand je parle d'autodafé, on a des cas de gens qui achètent massivement des livres de D&D pour les brûler. Stratégie level plus. Donc, la normalisation du jeu de rôle évite ce genre de persécution, mais elle permet aussi de contrôler ce qui se passe à l'intérieur de la pratique du jeu de rôle. On voit Gary Gygax, un des deux créateurs de D&D, sympathique papy. Bon, la notion de féminisme n'était peut-être pas très intégrée dans son logiciel. On pourra rétorquer que oui, mais c'était dans le temps, les choses étaient différentes. Non. Dès 1984, on a Chill de Pacesetter qui, volontairement et très explicitement, décide de mettre en avant une représentativité ethnique et de genre plurielle pour diffuser plus largement la pratique du jeu de rôle à travers le public et ne pas rester dans ce fameux entre-soi. Donc, c'est un premier rapport des plateformes concernant les jeux de rôle. Et puis, à mon sens, ce qui est intéressant, c'est la manière dont les jeux de rôle vont réutiliser, encore une fois, les contenus présents sur les plateformes. Donc, on a le cas de Monster of the Week qui, de manière très classique, reprend tous les contenus de culture populaire, et particulièrement ici des séries télé, pour développer un jeu qui repose sur les systèmes épisodiques, qui va reprendre des archétypes de personnages, des structures narratives, des structures de jeu basées sur donc, Supernatural, sur Buffy, sur X-Files. Et peut-être plus pertinent et plus intéressant encore, Alice is Missing, qui est un jeu donc, qui nous propose finalement de passer uniquement à travers une messagerie virtuelle, que ce soit Messenger ou Skype ou par texto, pour jouer, pour échanger dans un récit qui tourne autour de la disparition d'une adolescente. Donc, on joue le groupe d'amis qui communiquent uniquement par ce biais-là. Et on va découvrir donc, à travers ces messages-là le développement de cette histoire. Donc, véritablement, là, un détournement des pratiques qui va dans le sens du jeu de rôle. Et puis, donc, le petit mot de la fin avec la belle formule, je trouve, du Guru, et que l'humain est le seul matériel nécessaire et suffisant pour créer et jouer une partie de jeu de rôle papier. Et c'est, à mon sens, l'apport le plus important du jeu de rôle en ce qui concerne les plateformes numériques. Merci beaucoup.